Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Talking Positive Podcast, le podcast où on discute d'éducation bienveillante et positive des animaux, entouré par des professionnels et des passionnés. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Teddy, un chat roux atteint d'une maladie bien connue, le sida du chat, et de son maître Benjamin. Pour l'occasion, nous aurons aussi l'expertise d'une vétérinaire, Céline. Bon épisode à tous, j'espère que ça vous plaira. Pour mettre un petit peu contexte, tout d'abord, je vais commencer par vous donner quelques chiffres. En France, on estime qu'environ 10% des chats sont infectés par le sida du chat, ce qui représente plus d'1,5 million de chats. Cette prévalence est plus élevée chez les chats errants, avec une estimation de 10 à 15% d'individus infectés. Les mâles non stérilisés qui se battent fréquemment sont particulièrement exposés au virus, étant 2,3 à 5,5 fois plus touchés que les femelles. Pour en apprendre plus sur cette maladie, j'ai demandé à une vétérinaire de nous apporter son expertise. Céline, je vous laisse écouter ses réponses. Peux-tu te présenter ? Bonjour, je m'appelle Céline, je suis vétérinaire depuis 5 ans et en ce moment je travaille sur Lyon. Qu'est-ce que le FIV, plus connu sous le nom du sida du chat ? Comment agit-il sur l'organisme d'un chat infecté ? Donc on va vous parler aujourd'hui du sida du chat. Qu'on appelle aussi en anglais pour l'acronyme FIV ou VIF en français, qui signifie virus de l'immunodéficience féline. Du coup, comme son nom l'indique, c'est un virus qui affecte le système immunitaire, plus particulièrement du coup les cellules de l'immunité, notamment les lymphocytes, les monocytes et les macrophages par exemple. Le FIV est-il comparable au VIH chez l'humain ? Peut-il se transmettre aux humains ou à d'autres animaux ? En effet, ce sont deux virus entraînant des immunodépressions et qui font partie de la même famille de virus, donc les lentivirus. Mais en revanche, l'un et l'autre ne se transmettent pas entre l'homme ou entre le chat. D'accord ? Le FIV est spécifique de l'espèce féline, comme son nom l'indique, et le HIV est spécifique de l'espèce humaine. Donc il n'y a pas de risque de transmission autre. Certains grands félins ont déjà été porteurs du FIV, des lynx, des lions, des tigres, mais ça reste anecdotique. C'est quand même un virus qui est retrouvé principalement chez l'espèce domestique féline, le chat. Comment un chat peut-il contracter le FIV ? Il y a deux types de transmission du FIV chez le chat. Il y a la transmission horizontale et la transmission verticale. La transmission horizontale, c'est entre deux chats différents. Et la transmission verticale, c'est entre une mère et ses petits qu'elle porte. Une transmission horizontale se fait souvent par morsure, via la salive. Et aussi, elle peut se transmettre lors d'un rapport entre chats. La transmission verticale, en fait, elle peut se faire in utero, c'est-à-dire pendant que la mère porte les petits via le placenta, ou postpartum par l'ingestion du lait, en fait, entre la mère et les petits. Quels sont les symptômes de cette maladie et quels sont les signaux qui peuvent alerter les propriétaires ? On me demande quels sont les symptômes du FIV. Donc avant de répondre à cette question, il faut savoir qu'il y a 3 phases en fait, de l'infection. La symptomatique de l'infection se fait en 3 phases. Donc la première phase évidemment est la phase aiguë. En fait, c'est l'infection qui dure quelques semaines à 2 mois maximum. On peut rien remarquer ou on peut avoir un animal qui présente une grosse fatigue, en fait, ce qu'on appelle un syndrome fébrile, mais principalement on ne verra rien. Et en plus à ce moment-là, souvent le virus n'est pas encore détectable, donc cette phase-là passe souvent inaperçue. La deuxième phase est une phase asymptomatique qui, heureusement pour nos chats, dure plusieurs années. C'est-à-dire que ça peut durer cette phase-là peut durer une dizaine d'années, d'accord ? Donc ce qui est plutôt rassurant pour nos patients. Et c'est une période où en fait l'animal vivra totalement normalement comme n'importe quel autre chat.
C'est la troisième phase qui est la phase symptomatique. C'est une phase qui peut durer plusieurs mois quand même, mais c'est une phase où le chat sera sujet à diverses maladies de gravité variable en fait. Et du coup, c'est là que le protocole thérapeutique va être mis en place selon la maladie déclenchée, mais on sait que de toute façon, cette phase-là est terminale pour nos patients malheureusement. Donc les signes qui doivent alerter un propriétaire pour un chat FIV, déjà, avant de penser au FIV, il faut avoir un chat qui ait accès à l'extérieur, principalement. Pour qu'il soit en contact avec d'autres chats atteints, sauf s'il l'a contracté par transmission verticale de sa mère. Mais un chat d'intérieur, en effet, c'est pas une pathologie à laquelle on pense en premier. Toujours est-il que les symptômes du FIV, souvent, c'est une atteinte de l'état général. Un animal qui est fatigué, un animal qui présente de la fièvre, parfois de l'anorexie, un animal qui refuse de s'alimenter. Une faiblesse générale, tout simplement, fait partie des symptômes auxquels se rattache le FIV. D'autres symptômes peuvent nous faire penser aussi au FIV chez le chat, des lésions au niveau de la sphère buccale aussi, ou des lésions aussi au niveau des yeux, des lésions ophtalmologiques. Puisqu'il y a aussi un tropisme à ce niveau-là d'expression des lésions. Comment diagnostique-t-on le FIV? Quels tests existent-ils et à quel prix? Du coup, pour diagnostiquer un FIV, c'est un test via une prise de sang, d'accord? Plusieurs tests existent, mais la plupart des tests peuvent se faire directement chez votre vétérinaire. C'est des tests rapides où on a le résultat en 10 minutes. Quelques gouttes suffisent, et grâce à ce test, en fait, ça s'appelle un test ELISA en général, on va rechercher des anticorps anti-FIV, et aussi, maintenant, les nouveaux tests recherchent aussi un antigène, ce qui va d'être plus sensible et spécifique dans le test. Si ce test s'avère positif, il faut savoir qu'il existe quand même des faux positifs. Donc si vous voulez être sûr, après il faudra envoyer le sang à un laboratoire, c'est votre vétérinaire qui s'en charge, je vous rassure, pour réaliser un Western blot qui permettra de confirmer la séropositivité de votre chat. Pour le prix de ces tests, chez votre vétérinaire, ça varie vraiment en fonction de là où se situe votre clinique, si elle est en ville ou à la campagne. Mais il faut compter une cinquantaine d'euros pour ce test-là, le premier test. Le deuxième test, ça dépend du laboratoire, c'est un peu plus cher. Mais c'est moins que d'une centaine d'euros pour le test, sachant que voilà, c'est quand même important dans le diagnostic de savoir pour le pronostic et la prise en charge du chat, de savoir s'ils sont porteurs ou pas. L'âge ou l'état physiologique du chat, chaton, femelle gestante, chat âgé, influence-t-il l'évolution de la maladie? Donc en effet, il existe quand même des cas où le décès du chat arrive rapidement, c'est souvent chez les patients très jeunes, nouveau-nés, chatons ou très âgés, seniors, qui ont des comorbidités, c'est-à-dire des maladies en plus qui font que le corps n'arrive plus à suivre, des patients qui ont des maladies rénales chroniques, des insuffisances hépatiques, des diabètes, ce genre de choses, ça forcément c'est des facteurs négatifs sur l'évolution de la maladie. Le FIV fragilise-t-il directement le chat ou est-ce surtout le risque d'infection opportuniste qui pose problème? Les deux, mais quand même, le FIV atteint les cellules immunitaires et ça a un impact vraiment négatif sur la santé de nos patients. Donc en fait, c'est les deux. C'est une combinaison des deux qui font que le pronostic de la phase terminale est mauvais. Existe-t-il un traitement curatif contre le FIV? Où en est la recherche sur ce sujet? Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de traitement anti-FIV qui fonctionne en fait, et ni qui est mis sur le marché. En France, on est un petit peu en retard par rapport à d'autres pays comme les États-Unis ou l'Angleterre qui eux ont plus avancé sur le sujet. Mais nous, en France, on n'a rien. Comme piste de traitement, on a quand même les antiviraux qui sont utilisés en médecine humaine. Donc ils ont été testés sur des patients et pour l'instant il y a encore trop d'effets secondaires et on n'arrive pas, il n'y a pas d'autorisation en fait dans la médecine vétérinaire pour les utiliser pour l'instant.
Donc ça, c'est le plus prometteur, mais on n'y est pas encore. Il y a aussi des interférons qui se font, qui sont en fait, c'est des protéines en fait, c'est des glycoprotéines qui renforcent et stimulent la réponse immunitaire. En fait, pour pallier à la destruction de ce système immunitaire par le virus, certains interférons peuvent être utilisés. Encore une fois, ce n'est pas curatif, c'est pour pallier en fait à l'infection. Le plus gros frein à l'utilisation de l'interféron, c'est son prix, plusieurs centaines d'euros pour un résultat qu'on ne peut pas garantir, ou en tout cas qui ne permettra pas l'élimination du virus. Donc c'est ça aussi qui est un frein à la mise en place du traitement par l'interféron. Donc après, en second plan, on a le traitement palliatif qui sera mis en place une fois que l'animal présentera des pathologies. Donc selon l'atteinte, si elle est buccale, si elle est ophtalmologique, neurologique, si c'est l'état général qui est atteint, si c'est tumoral, selon l'atteinte, on adaptera le protocole pour améliorer au mieux le confort de vie de nos patients. À côté de ça, des facteurs favorisant une espérance de vie plus grande, c'est des choses qui peuvent paraître évidentes, mais ils sont importantes de le repréciser. C'est une bonne hygiène de vie. Donc une bonne alimentation avec un plan nutritionnel complet, donc ça à voir avec votre vétérinaire. Des traitements antiparasitaires réguliers parce que un chat FIV tolérera moins bien le parasitisme qu'un autre. Et éviter de sortir, surtout ne pas sortir pour être moins en contact avec les agents pathogènes de l'extérieur, bactéries, virus, et surtout pour pas contaminer d'autres chats en fait. Un chat FIV malheureusement doit rester en intérieur. C'est pas forcément une vie ennuyeuse, une vie en intérieur, mais voilà, il faut le savoir. Voilà. Il est possible aussi, si les propriétaires le souhaitent, de mettre en place des compléments alimentaires afin de soutenir le système immunitaire. Voilà, ça peut aider les patients. Ça ne changera toujours pas la phase terminale, mais ça peut effectivement prolonger un petit peu cette espérance de vie. Quelle est l'espérance de vie d'un chat FIV+, bien pris en charge ? Si on a bien suivi jusque-là, vous voyez que comme la phase asymptomatique peut durer plusieurs années, l'espérance de vie est au-delà de 10 ans pour certains. Selon quand ils ont été infectés, il y a des patients FIV qui ont 10, 11, 12, 13, 14 ans. Donc c'est plutôt rassurant. Mais ça implique une bonne hygiène de vie. Limiter tout ce qui est facteur de stress chez l'animal, que ce soit des stress physiques ou psychologiques, d'accord, c'est très important de tout ça. Mais ça, encore une fois, votre vétérinaire pourra vous aiguiller selon votre mode de vie et le mode de vie de votre chat. Comment éviter que son chat ne contracte le FIV ? Quelles précautions prendre si on adopte un chat dans un foyer où vit déjà un chat positif au FIV ? Si votre chat ne sort pas de risque. Ben oui. Si votre chat ne sort pas, il n'y a pas de risque, en fait. S'il n'a pas été contaminé par sa mère, il n'y a pas de risque. Et s'il ne sort pas, qu'il ne rencontre pas d'autres chats, voilà. Après, si votre chat sort en liberté sans surveillance, ce qui permet de limiter les risques de contamination, c'est d'avoir un animal qui est stérilisé. Il ira moins au conflit et il n'y aura pas de reproduction. Donc ça limite énormément en fait les voies de transmission horizontales. Quelle autre question? Donc, quelles précautions à prendre si on a un chat FIV? Pas avoir d'autres chats, tout simplement, pour pas, sinon on contamine l'autre chat. Sauf si l'autre chat est FIV, là, c'est le jackpot pour les deux. Sensibilisation et idées reçues. Alors maintenant vient la question des idées reçues et de la sensibilisation par rapport à cette maladie-là. Les fausses idées, c'est que c'est l'espérance de vie. Donc là, vous avez pu voir aujourd'hui que du coup l'espérance de vie d'un chat FIV est comparable à celle d'un chat sain, non porteur. Pourquoi certains refusent euthanasie encore des chats FIV? Moi, j'en entends plus trop parler de ce genre de pratique, mais ça se faisait beaucoup à l'époque comme moyen de réduire la propagation du virus, qui est quand même un virus mortel à la fin. Aujourd'hui, ça se fait plus parce que maintenant, beaucoup de gens sont motivés quand même
pour garder les chats en intérieur et faire attention à ce qu'ils ne sortent pas. Mais si ça se faisait aussi dans certains cas où les propriétaires ne se voyaient pas enfermer le chat. Le chat était beaucoup trop pas sauvage, mais qui sortait beaucoup trop en fait, et le chat n'aurait pas supporté une vie en intérieur. Ça arrive parfois. Moi, ça m'est pas encore arrivé, heureusement, de devoir euthanasier un chat pour FIV, mais parfois ça arrive malheureusement. Et pourquoi hésiter à adopter un chat FIV? Moi, personnellement, si j'avais pas déjà un chat qui ne l'a pas, parce que je l'ai déjà testé bien sûr, j'en aurais adopté un parce que je vis en appartement, donc c'est pas du tout problématique pour moi. Donc si vous êtes en appartement ou que vous avez une maison que vous pouvez facilement sécuriser entre guillemets et que vous n'avez pas d'autre chat, et que vous avez un coup de cœur pour un chat qui est FIV, ça ne change pas grand chose. Maintenant qu'on a mis tout ce contexte-là, on va pouvoir entrer dans l'histoire de ce merveilleux duo, Teddy et Benjamin. Vous commencez à avoir l'habitude, je vais lire mes fiches pour que ce soit agréable à écouter. Benjamin, 39 ans. Il a consacré plus de 15 ans de sa vie à travailler dans des salles de cinéma tout en développant son expérience en réalisation et montage vidéo. Mais en 2022, sa vie a pris un tournant radical. Il a quitté son emploi pour devenir aidant familial auprès de sa mère, diagnostiquée atteinte de la maladie de Charcot. Après son décès en février 2023, il a entamé une reconversion professionnelle dans la production de vidéos d'entreprise, tout en continuant à soutenir son père au quotidien. Depuis son enfance, Benjamin a toujours vécu avec des chats. Son premier compagnon félin, Robin, un chat roux tigré sauvé de la rue, l'a accompagné durant 14 années. Puis, d'autres compagnons ont marqué son parcours. Indy, Lilou, Clarence, Scarlett et Bagheera. Devenu aidant, il a naturellement pris en charge leurs soins vétérinaires et continue encore aujourd'hui pour soulager son père. Adopter un chat n'a jamais été une décision prise à la légère par Benjamin. Passionné par les animaux, une valeur transmise par sa maman, il savait qu'il avait besoin d'interaction avec eux dans sa vie. Avant de se lancer dans l'adoption, il a d'ailleurs consacré 1 an à aider une association s'occupant des chats errants du cimetière Montmartre. Lorsqu'il a quitté son emploi pour s'occuper de sa mère malade, il a ressenti qu'adopter un chat pourrait l'aider à traverser cette période difficile. En janvier 2023, il a obtenu l'ACACED, attestation de connaissance pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques, et a commencé à chercher son futur compagnon. C'est ainsi qu'il a découvert Teddy, un chaton de 5 mois, sur le site d'une association, les Patounes de Bézon. Recueilli après être né dans un garage, alors que l'un de ses frères avait déjà été écrasé par une voiture, Teddy a eu la chance d'être sauvé par Aurélie, une des fondatrices de l'association qui a pris en charge ses soins. Lorsque Benjamin a vu sa photo, ce fut un véritable coup de cœur. Il a rapidement contacté l'association et rencontré Teddy chez Aurélie. Le chaton, plus petit que prévu en raison d'un déficit de croissance, semblait d'abord indifférent. Mais après quelques jeux et caresses, la décision était prise, Teddy rentrerait avec lui après sa stérilisation. Le jour de l'adoption, malgré quelques soucis de santé post-opératoire, Teddy a découvert son nouvel appartement avec curiosité. Très vite, il a montré sa personnalité joueuse et affectueuse, bien que ses premiers jours aient été marqués par des désagréments digestifs liés à son opération. Quelques semaines plus tard, en avril 2023, lors d'un rendez-vous vétérinaire pour ses rappels de vaccins, un dépistage révèle que Teddy est porteur du FIV, sida du chat. Benjamin a d'abord ressenti de la tristesse et de l'inquiétude, mais jamais il n'a envisagé de revenir sur sa décision. Il s'est immédiatement engagé à offrir à Teddy la meilleure vie possible. Ses craintes portaient surtout sur la santé de son chat, les coûts des soins, son espérance de vie et la possibilité d'adopter un autre chat à l'avenir. Benjamin s'est informé auprès de son vétérinaire de confiance, des groupes d'adoptants sur les réseaux sociaux et de comptes spécialisés comme @supportfiv. Malgré la diversité des avis, il a compris que, bien suivi, un chat FIV+, pouvait vivre une vie heureuse et épanouie. Pour Benjamin, prendre soin de Teddy était une évidence. Il avait conscience que l'adoption comportait des responsabilités, quelle que soit l'origine de l'animal. Avec le soutien de son père, qui l'a aidé financièrement pour certaines consultations vétérinaires, il s'est totalement investi pour son bien-être. Teddy s'est rapidement adapté à son nouvel environnement. Joueur, câlin, curieux, il a su tisser un lien fort avec son maître.
Il répond lorsqu'on lui parle, fait des bisous et adore partager des moments de complicité sur le canapé. Leur communication s'est affinée au fil du temps et Benjamin a appris à reconnaître précisément les besoins et envies de son compagnon. Benjamin a dû faire quelques ajustements pour le bien-être de son chat. Avant tout, il a fallu installer des protections de fenêtres. Vivre au 7e étage d'un immeuble impose d'être très vigilant. Même quel que soit l'étage d'ailleurs, sécuriser ses fenêtres est essentiel pour éviter tout risque de chute. Heureusement, certaines solutions sont accessibles. Dans son cas, il a opté pour des moustiquaires aimantés et par chance, elles se sont révélées dissuasives pour Teddy. Curieux mais craintif et peu impulsif, il ne cherche ni à foncer dedans ni à grimper dessus. Bien sûr, ce système ne convient pas à tous les chats, mais il s'adapte parfaitement à la personnalité de Teddy. Et par précaution, lorsqu'il est absent, les fenêtres restent toujours fermées. Quant aux autres aménagements, on pourrait dire que son appartement est en pleine transformation. Il ressemble désormais à un véritable parc d'attractions pour chats. Et de nouvelles installations sont toujours en cours. Son premier arbre à chat, qu'il adore, a été rejoint par un griffoir mural menant à une passerelle qui elle-même conduit à une planche d'observation. Et ce n'est que le début. Aujourd'hui, ce sont pas moins de 4 tours griffoirs, sol, plafond qui lui permettent d'explorer différents niveaux. L'objectif, lui offrir la possibilité de traverser les 2 pièces principales en hauteur, et ça fonctionne. Il lui faut parfois un certain temps pour apprivoiser de nouveaux accessoires, et il y a eu des ratés comme le sac d'escalade, trop instable pour lui inspirer confiance, ou encore le tapis mural d'escalade qu'il ignore complètement. Enfin, côté entretien, un mode de vie adapté s'est imposé. Avec Teddy, il est indispensable de maintenir un intérieur propre. Cela signifie faire le ménage et la poussière bien plus souvent qu'avant, nettoyer régulièrement ses jouets, son arbre à chat, ses gamelles, et aussi désinfecter son bac à litière beaucoup plus souvent. Un petit effort supplémentaire, mais essentiel pour son bien-être. Teddy a plusieurs habitudes rigolotes. Il aime boire dans les verres de Benjamin. Ce petit rituel lui vaut pas mal de vaisselle au quotidien, mais il le trouve attendrissant. Peut-être que l'odeur laissée sur le verre le rassure. En tout cas, cela permet aussi de surveiller son hydratation. Souvent, Benjamin se sert de l'eau dans un mug, en prend une gorgée, puis le tend à Teddy, qui boit avec plaisir. Comme beaucoup de chats, il préfère boire en hauteur et se désintéresse complètement des fontaines à eau. Il a aussi une passion inattendue, regarder des films et des séries sur le canapé. Sur son compte Instagram, que je vous mettrai bien évidemment en biographie, une section est d'ailleurs dédiée aux films qu'il a vus, avec des vidéos de lui absorbées par l'écran. Toujours expressif, Teddy roucoule de plaisir quand l'excitation du jeu le prend. Ce n'est pas un chat qui vient naturellement sur les genoux, mais un compromis a été trouvé. Un coussin en tissu turquoise posé sur Benjamin lorsqu'il est assis et allongé. Teddy s'y installe alors, ronronnant de contentement et profite de longues séances de câlins. Il a aussi son plaid préféré, sur lequel il s'endort, niché dans le creux des jambes de Benjamin. Et puis, il y a son jeu favori, guetter un jouet caché sous une surface et bondir dessus, comme un chasseur traquant un rongeur dans son terrier. Teddy a rapidement compris qu'une cage d'escalier s'offrait à lui pour un nouveau terrain d'exploration. Il a découvert les paillassons et avec plusieurs voisins possédant des chats, il a pris l'habitude de faire ses griffes sur presque tous ceux qu'il croise. Un moyen sans doute de laisser des signaux aux autres félins, de marquer son territoire et d'intégrer ces nouveaux espaces à son univers. Mais surtout, il adore la texture sous ses griffes. Au début, ses sorties se limitaient à la cage d'escalier où il se défoulait en courant après une balle, mais petit à petit, sa curiosité l'a poussé plus bas jusqu'au rez-de-chaussée. Il s'y est d'abord contenté de jouer, puis son intérêt s'est porté sur les portes donnant sur la cour intérieure. Avec un harnais et une laisse, il a pu la découvrir. D'abord hésitant, il ne voulait pas s'y aventurer trop loin, mais son envie d'y retourner était constante. Aujourd'hui, les sorties dans la cour font partie de son quotidien, au moins une fois tous les 2 jours. C'est un grand espace verdoyant avec des arbres, des buissons où se cacher et de quoi éveiller tous ses sens. Avant d'y emmener Teddy, Benjamin a pris soin de scanner les plantes avec une application afin de s'assurer qu'aucune n'était toxique, mais rien d'inquiétant à signaler. Avant chaque sortie, un contrôle s'impose. Pas d'objets dangereux au sol, pas d'autres chats dans les parages. Si tout est clair, Teddy alors est emmené, en gardant son harnais. Il explore, grimpe aux arbres, court, observe, toujours sous surveillance. De toute façon, il garde un œil sur Benjamin aussi. Si ce dernier traverse la cour, Teddy s'amuse à le suivre en cherchant le bon moment pour lui sauter dessus par surprise. Malheureusement, Teddy reste un chat malade. Il a traversé plusieurs épisodes de rechute, souvent déclenchés par des périodes de stress. Chaque fois, les signes sont les mêmes
une baisse d'appétit, une certaine apathie, parfois accompagnée de fièvre et d'une inflammation des ganglions. Dès les premiers symptômes, direction le vétérinaire qui administre des anti-inflammatoires et un antibiotique à action prolongée. Avec le temps, il est devenu plus facile de repérer les signaux avant-coureurs et d'adapter son environnement pour réduire au maximum les sources de stress. Son alimentation est également une priorité. Une grande variété de pâtés et de croquettes lui est proposée pour stimuler son appétit et maintenir son poids. Ce qui est encourageant, c'est que les rechutes semblent de plus en plus espacées. La dernière remonte à presque 5 mois. Un signe positif et de l'espoir pour que cette tendance se poursuive. Benjamin ne s'inquiète pas pour l'avenir. Chaque jour passé avec Teddy est un véritable cadeau et il veut profiter pleinement de chaque instant. Il s'adapte à ses besoins et en retour, Teddy lui apporte énormément. C'est un compagnon incroyable avec ses habitudes, ses aventures et sa personnalité unique. Tant que Teddy sera heureux, Benjamin le sera aussi. Adopter un chat est toujours une aventure, mais lorsqu'il s'agit d'un chat porteur du FIV, la démarche prend une toute autre dimension. C'est ainsi que Teddy est entré dans la vie de Benjamin avec son regard rempli de douceur et une histoire qui méritait d'être réécrite. Dès le début, Benjamin a su que leur relation serait unique. Teddy n'était pas juste un chat errant cherchant un foyer, il avait ce petit quelque chose, ce je ne sais quoi, qui faisait comprendre qu'ils étaient faits pour se rencontrer. Le diagnostic du FIV est tombé après l'adoption de Teddy et ce fut un choc. Benjamin ne connaissait pas grand-chose à cette maladie et il pensait naïvement que c'était une condamnation irrévocable. Mais en se renseignant et en discutant avec des vétérinaires et d'autres adoptants, il a découvert qu'un chat FIV+, peut vivre heureux et longtemps, à condition de lui offrir un environnement adapté et un suivi de vétérinaires attentifs. Vivre avec un chat FIV+, a été pour Benjamin un apprentissage constant. Il a dû gérer son anxiété en tant que propriétaire, s'adaptant au quotidien, surveillant Teddy de près pour éviter les risques inutiles. Cela signifie être plus vigilant lorsqu'il est à l'extérieur, ajuster son alimentation pour renforcer son immunité et lui offrir un cadre de vie stable et apaisant. Bien qu'il ait parfois eu peur du regard des autres, son entourage a montré beaucoup de bienveillance. Peut-être que certains éprouvent de la pitié, mais cela ne le dérange pas. Ce qui compte avant tout, c'est le bien-être de Teddy et la possibilité de sensibiliser ceux qui connaissent peu cette maladie. Dès qu'on parle du sida du chat, il voit souvent ses visages se décomposer. Pourtant, il sait que ce n'est pas une fatalité. Pour Benjamin, créer un compte Instagram pour Teddy a été une manière de partager son quotidien avec légèreté et d'extérioriser ses émotions. L'objectif n'était pas de centrer l'identité de Teddy sur sa maladie, mais de montrer qu'un chat FIV+, est un chat comme un autre, avec ses bêtises, ses câlins et ses moments de bonheur. L'accueil de la communauté féline sur les réseaux sociaux a été incroyable, surtout après le post du Square des chats, que je vous invite à aller à suivre parce que c'est merveilleux tout ce qu'elle fait, et qui a touché de nombreuses personnes. Adopter un chat, c'est un engagement émotionnel mais aussi financier. Dans le cas de Teddy, porteur du FIV, cela implique des frais vétérinaires supplémentaires. Parfois, Benjamin a dû demander de l'aide à son père pour faire face à certaines dépenses, comme on vous le disait tout à l'heure. Si c'était à refaire, il souscrirait à une assurance avant même le dépistage, car une fois la maladie détectée, les frais liés ne sont plus pris en charge. Aujourd'hui, il met de côté une somme chaque mois pour anticiper d'éventuels frais médicaux, et ce n'est pas toujours facile, mais il gère comme il peut. C'est un point essentiel à considérer avant d'adopter un chat FIV+. Il faut être prêt à assumer cette responsabilité. Avec le recul, Benjamin ne regrette en aucun cas son choix d'adopter Teddy. Il lui apporte tellement au quotidien, bien plus que ce qu'il pourrait lui apporter lui-même. Leur relation est fondée sur la confiance et la complicité, et cela n'a pas de prix. Si Benjamin pouvait parler à celui qu'il était au moment du diagnostic, il lui dirait « Continue de prendre soin des êtres que tu aimes, car ils te le rendent bien. Mais n'oublie pas de prendre soin de toi aussi. » Quant à savoir s'il adopterait un autre chat FIV+ à l'avenir, peut-être. Si les moyens le permettent, il aimerait créer un sanctuaire pour accueillir des animaux dans le besoin, mais pour l'instant, Teddy reste sa priorité. Enfin, un message à transmettre à ceux qui hésitent à adopter un chat FIV+. Demandez-vous si vous êtes prêt à assumer les responsabilités liées à cet engagement. Si vous avez les moyens financiers et l'envie de donner une seconde chance à un animal, n'hésitez pas. Ces chats méritent autant d'amour et de soins que les autres, et ils vous le rendront au centuple. Et enfin, un dernier mot pour Teddy, de la part de Benjamin. Désolé de ne pas avoir joué avec toi ces dernières 24 heures, c'est la faute de ce texte. Oups, désolé. Mais je vais me rattraper maintenant, je t'aime. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous en avez appris un petit peu plus sur cette maladie.
N'hésite pas à nous laisser en commentaire déjà des messages pour Benjamin et Teddy, ou encore des questions que vous pourriez poser, pourquoi pas à Céline. On y répondra. Pensez à vous abonner et à nous laisser des likes, ça continue à nous aider à avoir envie de faire tout ça, parce que mine de rien, ça prend quand même beaucoup de temps. Je vous fais plein de bisous et puis à bientôt. Bye bye! Time